Le 6 mars 1944, 8h42 du matin, Berlin, quartier général de la Luftwaffe, Hermann Göring, le visage crispé, tenait entre ses mains un document confidentiel, un document qui ne devait jamais apparaître dans les registres officiels. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il a posé sa signature sur la directive 847G, un ordre secret, un ordre qui allait se propager, comme une onde de choc, à travers toutes les escadrilles de chasse allemandes. Disséminée de la Norvège jusqu'à l'Italie, en moins de 48 heures, cette directive ne contenait qu'un seul paragraphe, un paragraphe qui confessait ce que Göring ne se résoudrait jamais à admettre publiquement. La Luftwaffe avait perdu la bataille des airs. Le texte de la directive était laconique, glaçant. À compter de cet instant, il est strictement interdit à tous les pilotes de chasse de transmettre des alertes radio. Lors de l'observation de formation de P-51 Mustang américains, maintenir un silence radio absolu, n'engager le combat que si un avantage tactique certain est acquis, priorité absolue, survivre pour pouvoir combattre un autre jour. 23 mots, enfouis sous un jargon bureaucratique allemand qui se traduisait par une vérité simple, une vérité incontournable. Le génie américain avait enfanté quelque chose que l'Allemagne nazie était incapable de contrer. Le P-51 Mustang avait brisé le moral de la Luftwaffe, avant même de briser ses appareils. Ce silence radio n'était pas un ordre tactique. Ce silence radio était une capitulation, déguisée en doctrine. Mais comment en était-on arrivé là? Comment la nation, qui avait été la pionnière de l'aviation de chasse durant la Première Guerre mondiale, pouvait-elle se résoudre à ordonner à ses pilotes de se cacher? La réponse avait commencé à se dessiner 6 mois plus tôt dans le désert californien, à l'usine North American Aviation d'Inglewood, là où des ingénieurs américains avaient résolu un problème que les scientifiques allemands jugeaient insoluble. Septembre 1943, Bob Chilton, pilote d'essai chez North American Aviation, grimpa à bord du P-51B, numéro 43, 2434, pour un vol d'essai de routine, un vol qui allait changer à jamais le cours de l'aviation militaire. L'appareil emportait sous ses ailes 2 réservoirs largables de 75 gallons, équipement standard, rien de spécial, en apparence, car ces réservoirs étaient différents. Ces réservoirs étaient le fruit de 3 années de recherches intensives, menées par des ingénieurs américains acharnés à résoudre un problème que les ingénieurs allemands n'avaient jamais sérieusement tenté de résoudre. Comment concevoir un chasseur capable de parcourir 2655 km et de combattre efficacement? Une fois arrivé à destination, Chilton décolla à 9h15. À 10h47, il avait déjà parcouru 502 km en utilisant uniquement le carburant des réservoirs internes. Il largua ses réservoirs auxiliaires, désormais vides, et effectua des manœuvres de combat qui prouvèrent que le P-51 était bel et bien capable d'escorter des bombardiers jusqu'à Berlin et de revenir les services de renseignement allemands. Reçurent les rapports de cet essai. Dans les 2 semaines qui suivirent, Göring reçut ces rapports, avec l'analyse qu'il savait déjà inéluctable. L'Allemagne n'avait aucune solution face à l'autonomie américaine. Les mathématiques réduisirent à néant la planification stratégique allemande. Un Messerschmitt Bf 109 pouvait parcourir 660 km avec ses réservoirs internes. L'ajout de réservoirs externes pouvait étendre son rayon d'action jusqu'à environ 1000 km. Mais la conception des réservoirs largables allemands engendrait une telle traînée aérodynamique que les chasseurs allemands devenaient des cibles vulnérables.
le Focke-Wulf FW-190, était encore pire, avec un rayon d'action en combat inférieur à 800 km. La doctrine allemande n'avait jamais mis l'accent sur les chasseurs à long rayon d'action, car la stratégie allemande était fondée sur l'hypothèse de guerres courtes, menées à proximité des frontières allemandes. La doctrine américaine supposait exactement le contraire. Les ingénieurs américains savaient que pour vaincre l'Allemagne, il fallait bombarder son industrie, bombarder l'industrie allemande, exigeait que les bombardiers pénètrent profondément à l'intérieur du territoire allemand. Protéger ces bombardiers nécessitait des chasseurs capables de voler aussi loin que les bombardiers. Chaque étape de ce raisonnement était évidente, mais pour mettre en œuvre cette logique, il fallait résoudre des problèmes que les ingénieurs allemands considéraient comme théoriquement impossibles à résoudre. Le P-51 Mustang résolut ces problèmes grâce à la philosophie de l'ingénierie américaine: tout tester, tout mesurer, corriger ce qui ne fonctionne pas, tester à nouveau. North American Aviation n'a pas conçu le chasseur à long rayon d'action parfait. Ils ont conçu un chasseur adaptable, puis l'ont adapté, jusqu'à ce qu'il devienne parfait pour la mission. Le P-51 original utilisait un moteur Allison et ses performances étaient satisfaisantes, à basse altitude. Mais il peinait. Au-dessus de 4500 mètres, les chasseurs allemands opéraient entre 6000 et 9000 mètres. Les ingénieurs américains identifièrent le problème et prirent une décision que la culture de l'ingénierie allemande n'aurait jamais prise. Ils installèrent un moteur britannique dans une cellule américaine. Le Rolls-Royce Merlin transforma le P-51 d'un appareil simplement convenable en un appareil exceptionnel. Mais l'autonomie ne se résumait pas au moteur. L'autonomie nécessitait une consommation de carburant efficace, une efficacité aérodynamique et une réduction du poids de tous les systèmes. Les ingénieurs de North American Aviation s'obsédèrent sur des détails que les ingénieurs allemands ignoraient. Ils affinèrent la forme des ailes jusqu'à ce qu'elles produisent une traînée minimale. Ils testèrent les systèmes d'alimentation en carburant jusqu'à extraire le rayon d'action maximum de chaque galon. Ils conçurent des réservoirs largables qui se détachaient proprement sans créer de turbulences. Chaque amélioration ajoutait des kilomètres. Chaque kilomètre ajouté augmentait la flexibilité stratégique. En mars 1944, les P-51 Mustang pouvaient escorter des bombardiers B-17 d'Angleterre jusqu'à Berlin, survoler l'objectif pendant 30 minutes et revenir à leur base avec du carburant en réserve. Les chasseurs allemands pouvaient à peine atteindre les bombardiers avant de manquer de carburant. Les implications stratégiques réduisirent à néant la doctrine défensive allemande. Les tactiques de chasse allemandes reposaient sur la coordination radio. Les contrôleurs au sol suivaient les formations de bombardiers et guidaient les chasseurs vers l'interception. Les pilotes communiquaient par radio leur position, signalaient les cibles, avertissaient leurs camarades des menaces. La communication radio créait une défense coordonnée qui maximisait l'efficacité des chasseurs allemands, malgré leur infériorité numérique. Le système fonctionnait brillamment contre les bombardiers non escortés, puis les P-51 Mustang arrivèrent au-dessus de l'Allemagne en nombre janvier 1944, première mission de pénétration profonde dans l'espace aérien allemand avec une escorte de chasseurs complète. Les intercepteurs allemands montèrent pour attaquer les formations de bombardiers et trouvèrent des chasseurs américains qui les attendaient en altitude. Pas seulement à proximité, pas seulement pendant les premiers 160 km. Les chasseurs américains restèrent avec les bombardiers.
jusqu'à l'objectif. Et pendant tout le chemin du retour, les pilotes allemands lançaient des avertissements à la radio: Mustang à 6 heures en haute altitude. Rompez à gauche, Mustang sur vos arrières. Avortez l'attaque, trop d'escorte. Chaque transmission révélait les positions allemandes. Les pilotes américains, avec de meilleures radios, une meilleure formation et une meilleure conscience de la situation, utilisaient ces transmissions. Elles pour traquer les chasseurs allemands. La communication radio, qui autrefois coordonnait la défense allemande, servait désormais à désigner des cibles. Pour les chasseurs américains, les pertes de la Luftwaffe augmentèrent de façon catastrophique. Janvier 1944, 287 chasseurs perdus. Février 1944, 355 chasseurs perdus. La première semaine de mars 1944, 89 chasseurs perdus. L'Allemagne perdait des chasseurs, plus vite que les usines ne pouvaient en construire. Pire encore, l'Allemagne perdait des pilotes expérimentés, plus vite que les écoles de formation ne pouvaient les remplacer. La Luftwaffe se vidait de son sang sur les fréquences radio dont elle avait besoin pour sa coordination. Göring était confronté à un choix impossible: continuer à communiquer par radio et laisser les chasseurs américains suivre les positions allemandes grâce à leur transmission, ou ordonner le silence radio et détruire la coordination qui rendait l'infériorité numérique allemande survivable. Les deux options signifiaient la défaite. Göring choisit le silence radio, car le silence radio, au moins, préservait les pilotes pour qu'ils puissent combattre un autre jour. Les pilotes morts ne pouvaient pas être remplacés. La doctrine endommagée pouvait être reconstruite si suffisamment de pilotes survivaient. Mais la directive 847G n'était pas seulement une adaptation tactique. C'était un effondrement psychologique, documenté dans un langage bureaucratique. Nous sommes le 6 mars 1944. Il est 8h42 du matin. Au cœur du quartier général de la Luftwaffe, à Berlin, un document classifié. Un secret d'État qui ne figurerait jamais dans les annales officielles. Hermann Göring le serrait entre ses mains. Ses mains tremblaient légèrement. Il parapha la directive 847G, un ordre secret. Un édit qui allait se répandre comme une traînée de poudre parmi toutes les escadrilles de chasse allemandes, de la Norvège jusqu'aux confins de l'Italie, en moins de 48 heures. Cet ordre ne contenait qu'un seul paragraphe. Un paragraphe qui, implicitement, confessait ce que Göring ne prononcerait jamais en public. La Luftwaffe avait perdu la bataille des airs. Cet ordre stipulait, en termes à peine voilés, que les pilotes allemands devaient à tout prix éviter l'engagement avec les P-51 Mustang, sauf en cas d'avantage tactique évident. Mais quand pouvait-on bien disposer d'un avantage tactique face à des chasseurs supérieurs en nombre, plus performants en altitude et capables de vous pourchasser jusqu'à l'épuisement total de vos réserves de carburant? La réponse honnête, la seule vérité, était jamais. L'ordre de Göring enjoignait aux pilotes allemands de privilégier la survie au combat. Ce n'était plus une doctrine, mais une déroute. Les pilotes allemands, lucides, avaient parfaitement saisi la teneur de cet ordre. L'Oberleutnant Franz Stigler, un as de la Luftwaffe totalisant 28 victoires homologuées, relata plus tard sa réaction à la lecture de la directive 847G. Nous savions que c'était la fin. Une force aérienne qui ordonne le silence radio absolu face à un type d'appareil ennemi bien précis avoue implicitement que cet ennemi domine le ciel. Nous n'étions plus des chasseurs, mais des proies, essayant désespérément de survivre assez longtemps pour pouvoir se poser. Mais pourquoi les P-51 étaient-ils à ce point plus redoutables que les autres chasseurs américains? Le P-47 Thunderbolt était plus lourdement armé. Le P-38 Lightning affichait de meilleures performances en haute altitude. Qu'est-ce qui faisait du P-51 l'appareil qui avait brisé le moral allemand? L'autonomie.
l'autonomie tant psychologique que physique. Son rayon d'action physique était de 2655 km. Son rayon d'action psychologique, lui, était infini. Les pilotes allemands pouvaient échapper au P-47 en se réfugiant profondément à l'intérieur du territoire allemand. Les P-47 étaient contraints de faire demi-tour. Les pilotes allemands pouvaient user les P-38 en prolongeant le combat jusqu'à ce que les chasseurs américains atteignent leur limite de carburant. Les P-38 étaient alors forcés de rompre l'engagement. Mais les P-51 EEX ne lâchaient jamais prise. Ils surgissaient dès la frontière allemande. Ils étaient encore là, au-dessus de Berlin. Ils pourchassaient les chasseurs allemands en retraite jusqu'à leur propre terrain d'aviation. Il n'y avait plus d'endroit où fuir, plus d'endroit où se cacher, plus de distance trop grande pour la poursuite américaine. Cette pression psychologique avait anéanti le moral allemand de façon beaucoup plus efficace que n'importe quelle salve de balles. Les pilotes allemands avaient fini par renoncer à décoller dès qu'ils apercevaient des P-51 en approche. Les commandants de base rapportaient que certains pilotes simulaient des problèmes mécaniques pour éviter les missions. D'autres allaient jusqu'à endommager volontairement leurs propres appareils pour justifier un atterrissage prématuré. La Luftwaffe n'était pas en train de perdre la guerre parce que les pilotes américains étaient meilleurs. La Luftwaffe était en train de perdre la guerre parce que l'autonomie américaine rendait toute résistance allemande illusoire. Les pilotes américains, conscients, avaient parfaitement compris l'arme psychologique qu'ils incarnaient. Le lieutenant-colonel John Mayer, qui devait terminer la guerre avec 24 victoires à son actif aux commandes de P-51, décrivit ainsi la réaction allemande. Il prenait la fuite. Nous repérions une formation allemande en train de prendre de l'altitude pour intercepter les bombardiers et ils nous voyaient arriver. La formation entière se dispersait et piquait vers le sol. Nous n'avions même pas besoin de faire feu. Notre seule présence suffisait. Ce n'était plus du combat aérien, mais une domination aérienne totale. Cette domination aérienne était le fruit de la philosophie industrielle américaine qui rendait caduque l'excellence technique allemande. Le Bf-109 était un excellent intercepteur à courte portée. Le Fw-190 était un formidable combattant en dogfight. Les ingénieurs allemands avaient construit exactement ce que la doctrine allemande exigeait. Mais la doctrine allemande n'avait jamais envisagé d'affronter un ennemi disposant de la capacité industrielle américaine à construire des milliers de chasseurs à long rayon d'action et de la vision stratégique nécessaire pour les employer de manière systématique. La réflexion stratégique américaine n'avait pas débuté avec la conception des appareils. Elle avait commencé par la question suivante. Comment gagner une guerre en Europe à partir de bases situées en Angleterre? Toutes les décisions subséquentes découlaient de cette question stratégique fondamentale. Gagner impliquait de vaincre l'armée allemande. Vaincre l'armée allemande impliquait de détruire l'industrie allemande. Détruire l'industrie allemande impliquait de bombarder en profondeur le territoire allemand. Bombarder en profondeur le territoire allemand impliquait de disposer de bombardiers à long rayon d'action. Protéger les bombardiers à long rayon d'action impliquait de disposer de chasseurs à long rayon d'action. Par conséquent, l'Amérique avait besoin de chasseurs à long rayon d'action. La réflexion stratégique allemande ne s'était jamais posé cette question, car la stratégie allemande partait du principe de guerre rapide, à proximité des frontières allemandes. L'Allemagne avait conçu des chasseurs pour la défense à courte portée et l'appui tactique. Les chasseurs allemands étaient parfaits pour la guerre que l'Allemagne avait planifiée. Les chasseurs allemands étaient inadaptés à la guerre que l'Allemagne avait menée. La vision stratégique triomphe toujours de l'excellence tactique. North American Aviation livra 949 P-51 Mustang entre 1943 et 1945. Chacun d'entre eux disposait de la même capacité fondamentale.
un rayon d'action de 2655 km avec des réservoirs largables. Chacun d'entre eux incarnait la standardisation industrielle américaine, qui rendait la quantité compétitive face à la qualité allemande. Les usines allemandes construisirent 35 000 Bf-109 pendant toute la durée de la guerre. La supériorité numérique des premières années ne signifiait plus rien dès lors que les P-51 avaient rendu ses premiers Bf-109 obsolètes. L'arithmétique anéantissait la planification stratégique allemande avec autant d'efficacité que les P-51 ne détruisaient les chasseurs allemands. L'Allemagne produisait environ 1050 chasseurs monomoteurs par mois au début de l'année 1944. La Luftwaffe perdait en moyenne 1137 chasseurs par mois pendant la même période. Les effectifs de chasse allemands diminuaient inexorablement, tandis que les effectifs de chasse américains croissaient de manière exponentielle. Les mathématiques impliquaient que l'Allemagne finirait par manquer de chasseurs avant que l'Amérique ne manque de cibles. Göring avait compris cette arithmétique mieux que quiconque. Sa directive du 6 mars 1944 ne portait pas uniquement sur le silence radio. Elle visait également à rationner les pilotes que l'Allemagne était incapable de remplacer. Chaque pilote allemand qui survivait en évitant les P-51 était un pilote qui pourrait combattre un autre jour lorsque les circonstances seraient plus favorables. Sauf que les circonstances ne devinrent jamais plus favorables. Chaque jour apportait son lot de P-51 supplémentaires, de pilotes américains supplémentaires, de missions de bombardement supplémentaires, d'industries allemandes détruites et de chasseurs allemands produits en moins grand nombre. L'impact psychologique de la directive 847G s'étendit au-delà des pilotes de chasse. Les équipages de bombardiers allemands apprirent que leurs propres chasseurs avaient reçu l'ordre de se cacher des chasseurs américains. Les servants de la DCA allemande observèrent leurs chasseurs refuser le combat. Les civils allemands regardèrent les bombardiers américains survoler le pays en plein jour, escortés par des chasseurs américains patrouillant comme s'ils étaient chez eux. Lorsque votre propre armée ordonne une retraite défensive, le moral de la population s'effondre. L'Allemagne était en train de perdre la guerre dans les airs, et tout le monde pouvait le constater. Les équipages de bombardiers américains ressentirent la différence immédiatement. Le capitaine Robert Morgan, pilote du B-17 Memphis Belle, effectua des missions avant et après l'arrivée massive des P-51. Sa comparaison révèle la transformation. Avant les Mustangs, nous prions pour réussir à atteindre l'objectif et à revenir. Après les Mustangs, nous savions que nous y arriverions. Les chasseurs allemands attaquaient toujours, mais sans conviction. Ils effectuaient un passage et rompaient le combat lorsque les Mustangs s'engageaient. Auparavant, ils intensifiaient leurs attaques jusqu'à ce qu'ils nous tuent ou que nous les tuions. Après, ils attaquaient comme s'ils cochaient une case, plutôt que comme s'ils essayaient de gagner. Ce passage du désespoir à la simple formalité reflétait parfaitement ce que la directive 847G avait accompli. Les pilotes allemands continuaient à se battre, mais ils se battaient pour survivre et non pour gagner. Les ordres de maintenir le silence radio et de n'engager le combat qu'en cas d'avantage tactique signifiaient, en réalité, l'ordre de perdre lentement plutôt que rapidement. La Luftwaffe était devenue une force qui rationnait sa propre destruction au lieu de l'empêcher. Les pilotes américains exploitèrent sans pitié ce revirement psychologique. Le major George Preddy, qui termina la guerre avec 26 vieux KK-23 victoires à son actif aux commandes de P-51, mit au point des tactiques spécifiquement conçues pour maximiser la peur allemande. Il se positionnait alors entre les chasseurs allemands et leur base. Les pilotes allemands, essayant de rentrer chez eux, apercevaient les Mustangs bloquant leur chemin. Leur choix était simple: combattre les chasseurs américains avec peu de carburant. Ou bien sauter en parachute et espérer survivre. Beaucoup choisissaient de sauter sans combattre. Preddy appelait cela l'interdiction psychologique. C'est le moment précis où vous savez que vous avez gagné la bataille des airs.
quand les pilotes ennemis préfèrent sauter en parachute plutôt que de se battre pour rentrer, quand les commandants ennemis ordonnent un silence radio absolu parce que la communication radio vous aide plus qu'elle ne les aide, quand la doctrine ennemie devient « survivre pour se battre un autre jour », parce que survivre aujourd'hui est plus important que gagner aujourd'hui. Mais la directive de Göring eut un effet additionnel qu'il n'avait pas prévu. Le silence radio signifiait que les chasseurs allemands ne pouvaient pas s'avertir mutuellement des tactiques américaines, ne pouvaient pas coordonner leurs attaques, ne pouvaient pas construire le savoir commun qui aide les unités militaires à s'améliorer. Chaque pilote allemand était isolé, apprenant les mêmes leçons, à travers les mêmes erreurs fatales. Pendant ce temps, les pilotes américains parlaient constamment, partageant des informations, développant des tactiques collectivement, construisant un corpus de connaissances qui rendait chaque pilote américain plus efficace. La discipline radio américaine était supérieure à la discipline radio allemande, même avant la directive 847G. Les pilotes américains utilisaient des mots de code brefs, qui transmettaient des informations sans révéler de détails. Les pilotes allemands utilisaient un allemand conversationnel, qui révélait tout aux oreilles indiscrètes américaines. Après la directive 847G, les pilotes allemands ne disaient rien et n'apprenaient rien, tandis que les pilotes américains construisaient un langage tactique de plus en plus sophistiqué. Le lieutenant Antoine Dubois illustre parfaitement cet apprentissage collectif américain. Le 7 octobre 1944, Dubois rencontra deux jets allemands Me-262, les avions les plus rapides du monde. Des jets qui pouvaient distancer n'importe quel chasseur américain. Dubois utilisa des tactiques développées collectivement par les pilotes américains. Il ne chassa pas les jets. Il attendit près de leur base et les surprit lors de l'approche à l'atterrissage. Quand ils étaient lents et vulnérables, deux jets détruits, en utilisant des tactiques qu'aucun pilote individuel n'avait inventées, mais que tous les pilotes américains connaissaient, parce que les pilotes américains se parlaient. Les pilotes allemands volant sur Me-262 n'ont jamais développé de tactiques partagées équivalentes, parce que le silence radio signifiait l'isolement. L'avion le plus rapide du monde devint une cible vulnérable, parce que les pilotes qui les pilotaient ne pouvaient pas se coordonner. La technologie sans doctrine n'est que du matériel coûteux. Le Me-262 aurait pu changer la bataille des airs, si les pilotes allemands avaient pu développer et partager des tactiques pour l'utiliser. Le silence radio tua cette possibilité avant même qu'elle ne commence. En juin 1944, la directive 847G était devenue l'évangile de la Luftwaffe. Les pilotes allemands ne maintenaient pas seulement le silence radio autour des P-51, ils maintenaient le silence radio autour de tous les chasseurs américains. Parce qu'ils ne pouvaient pas toujours identifier assez rapidement les P-51 par rapport aux P-47 ou aux P-38, l'ordre visant à préserver les chasseurs allemands contre un type d'avion américain finit par dégrader la coordination allemande contre tous les avions américains. Les conséquences involontaires se multiplièrent. Jusqu'à ce que l'ensemble du système défensif s'effondre. Les commandants allemands essayèrent de s'adapter. Ils développèrent des signaux visuels utilisant des fusées éclairantes et des hochements d'ailes. Mais les signaux visuels ne fonctionnent que lorsque les pilotes peuvent se voir. Les combats aériens se déroulent à grande vitesse sur de grandes distances. La radio permet la coordination lorsque les pilotes sont dispersés sur 80 km de ciel. Les signaux visuels ne permettent la coordination que lorsque les pilotes sont à quelques centaines de mètres. Le substitut était inadéquat, et tout le monde le savait. Göring publia des directives supplémentaires, essayant d'affiner la doctrine du silence radio. Les pilotes pouvaient transmettre en cas d'attaque immédiate. Les pilotes pouvaient transmettre s'ils identifiaient des cibles critiques. Chaque raffinement ajoutait de la complexité et de la confusion. Qu'est-ce qui était considéré comme une attaque immédiate? Qu'est-ce qui était considéré comme des cibles critiques?
sans définition claire. Les pilotes optaient, par défaut, pour le silence, parce que le silence était plus sûr. La discipline radio de la Luftwaffe, destinée à préserver les chasseurs, finit par les fragmenter en individus isolés, se battant pour leur survie personnelle. Les pilotes américains remarquèrent le changement et adaptèrent leur tactique pour l'exploiter. Le capitaine Louis Moreau, qui termina la guerre avec 21,8 victoires, décrivit le changement. Au début de 1944, nous entendions un bavardage radio allemand constant pendant les combats. En été, le silence. Ce silence nous a facilité la tâche. Nous pouvions manœuvrer sans nous soucier des avertissements allemands. Nous pouvions traquer des avions individuels, sachant que leurs ailiers ne seraient pas alertés. Le silence radio était censé les protéger. Il les a isolés à la place. Cet isolement accéléra l'effondrement de la Luftwaffe. L'efficacité des chasseurs dépend du soutien mutuel. Les ailiers se couvrent mutuellement, les escadrons coordonnent les attaques. Le silence radio détruisit le soutien mutuel, en rendant la coordination impossible. Les pilotes allemands volaient sur les mêmes avions, avec la même formation, contre le même ennemi. Mais ils se battaient seuls, tandis que les pilotes américains se battaient en équipe coordonnée. Les chiffres comptaient. La coordination multipliait ces chiffres en une supériorité écrasante. Les statistiques racontent l'histoire d'une destruction systématique. Mars 1944. La Luftwaffe perd 56% de ses pilotes de chasse. Avril 1944. Perte de 50%. Mai 1944. Perte de 25%. Mais seulement parce qu'il y avait moins de pilotes à perdre. Au jour J. Le 6 juin 1944, la Luftwaffe avait perdu la supériorité aérienne si complètement que les forces d'invasion alliées débarquèrent en France. Pratiquement sans résistance aérienne allemande, la force aérienne qui avait conquis l'Europe en 1940 ne pouvait pas défendre son propre espace aérien en 1944. La directive 847G contribua à cet effondrement plus que n'importe quel engagement de combat. Ce n'est pas une bataille qui a détruit la Luftwaffe. C'est l'érosion systématique des capacités allemandes, grâce à la supériorité industrielle américaine, appliquée de manière persistante, à travers des milliers de missions. Le silence radio accéléra cette érosion, en supprimant la coordination, qui rendait la résistance allemande efficace, malgré l'infériorité numérique. Après la guerre, les commandants de la Luftwaffe capturés participèrent à de longs entretiens sur les décisions tactiques et stratégiques. Le général-lieutenant Albert Lemaire, l'un des meilleurs assaillants et commandants de la Luftwaffe, parla franchement de la directive 847G. Cet ordre admit la défaite avant même que nous ayons perdu. Vous ne pouvez pas gagner une bataille des airs. Lorsque vos chasseurs se cachent des chasseurs ennemis, Göring a donné cet ordre pour préserver les pilotes. Mais préserver les pilotes pour quoi faire? Pour perdre plus lentement? Une force aérienne qui ne se battra pas a déjà perdu. L'ordre aurait dû être d'attaquer et de mourir si nécessaire. Au moins, nous serions morts en combattant, plutôt qu'en nous cachant. Les mots de Lemaire révélèrent les dommages psychologiques que la directive 847G infligea aux pilotes de chasse allemands. Les guerriers professionnels à qui l'on ordonne d'éviter le combat perdent leur raison d'être. Ils ne se battent plus pour gagner, ils se battent pour survivre. L'accent mis sur la survie signifie éviter les risques. Éviter les risques signifie manquer des opportunités. Manquer des opportunités signifie une lente défaite. La directive 847G a transformé la Luftwaffe en une organisation gérant son propre déclin, plutôt que de se battre pour la victoire. Mais pourquoi l'Allemagne n'a-t-elle pas développé ses propres chasseurs à long rayon d'action? Les ingénieurs allemands en avaient certainement la capacité. La question a été posée lors d'entretiens après la guerre. Les réponses ont révélé comment les hypothèses stratégiques peuvent ruiner l'excellence tactique.
L'Allemagne n'a jamais développé de chasseurs à long rayon d'action, parce que la doctrine allemande n'en a jamais eu besoin. La stratégie allemande supposait des guerres courtes, donc les avions allemands privilégiaient la performance par rapport à l'autonomie. Au moment où l'Allemagne a réalisé qu'elle avait besoin de chasseurs à long rayon d'action, la capacité industrielle américaine avait déjà construit des milliers de P-51. Même si l'Allemagne avait commencé le développement en 1942, avec 2 ans de retard sur le développement américain, la capacité industrielle allemande n'aurait pas pu égaler la production américaine. L'usine d'Inglewood de North American Aviation a produit 9 949 P-51. L'ensemble de l'industrie aéronautique allemande a produit environ 40 000 chasseurs, de tout type, pendant toute la durée de la guerre. La capacité industrielle américaine à construire des avions spécialisés en nombre écrasant a rendu le rattrapage allemand impossible. Cet avantage industriel venait de la philosophie de fabrication américaine. Henry Ford a été le pionnier de la production à la chaîne, qui rendait les produits complexes abordables. Grâce à la standardisation et au volume, les constructeurs aéronautiques américains ont appliqué cette philosophie aux chasseurs. La fabrication aéronautique allemande est restée artisanale, avec des ouvriers qualifiés ajustant individuellement les pièces. Les chasseurs allemands étaient techniquement excellents. Les chasseurs américains étaient techniquement adéquats, mais produits en quantité écrasante, dans une guerre totale. L'adéquat et le nombreux battent l'excellent et le rare. Votre grand-père aurait pu être l'un de ces pilotes de P-51 qui ont lu les rapports des services de renseignement sur la directive 847G et ont souri. Pas parce que la souffrance allemande était amusante, mais parce que l'ordre confirmait ce que les pilotes américains savaient déjà. Ils avaient gagné. Quand l'ennemi ordonne à ses forces de se cacher de vous, la victoire n'est plus incertaine, elle est inévitable. C'est juste une question de temps et de persévérance. Les ouvriers qui ont construit ces P-51 à l'usine d'Inglewood de North American Aviation n'ont jamais vu la directive 847G. Ils n'ont jamais su que leur travail avait brisé le moral allemand avant de briser les avions allemands, mais ils l'ont senti dans les lettres des pilotes. Le capitaine Charles Holder, qui pilotait des P-51 avec le 23e Fighter Group, a écrit à North American Aviation en août 1944 « Votre avion ne se contente pas de se battre, il domine. Les chasseurs allemands s'enfuient quand ils nous voient arriver. Ce n'est pas seulement une question de performance, c'est une supériorité psychologique, intégrée à la cellule. Merci d'avoir construit quelque chose qui leur fait peur. » Cette lettre est restée affichée dans l'atelier pendant le reste de la guerre. Les ouvriers s'arrêtaient pour la lire pendant les pauses. Marguerite Dubois, une riveteuse à Inglewood, s'est souvenue plus tard. Nous savions que nous construisions des chasseurs, mais cette lettre nous a dit que nous construisions la peur. Chaque rivette que j'ai posée après avoir lu cette lettre était différent. Je n'assemblais pas seulement un avion, j'écrasais le moral nazi, un panneau d'aluminium à la fois. Multiplié Marguerite Dubois par 13 000 ouvriers chez North American Aviation. Multiplier cela par la compréhension que leur travail n'était pas seulement mécanique, mais psychologique. C'est ainsi que l'Amérique a gagné la guerre. Pas seulement grâce à de meilleures armes, mais en comprenant que les guerres se gagnent dans l'esprit de l'ennemi avant de se gagner sur les champs de bataille. Les familles qui attendaient à la maison comprenaient cela aussi, même si elles n'avaient pas les documents classifiés pour le prouver. Le mari d'Émilie Garnier pilotait des P-51 avec le 4e Fighter Group. Il ne pouvait pas lui parler des missions de combat, mais ses lettres entre janvier et mai 1944 sont passées de tendues à confiantes. Nous sommes en train de gagner est devenu « nous avons gagné ». Émilie a remarqué le changement, avant que les nouvelles officielles ne le confirment. La confiance dans les lettres de son mari.
lui disait ce que la directive 847G disait aux pilotes allemands: la supériorité aérienne américaine n'était plus contestée. Cette confiance est revenue au pays, avec chaque pilote de P-51 qui a survécu à la guerre. Ils se comportaient différemment des pilotes du début de la guerre. Ils avaient combattu un ennemi qui fuyait devant eux. Ils avaient dominé des cieux que la propagande allemande disait imprenables. Ils avaient prouvé que la démocratie industrielle américaine pouvait surpasser en intelligence et surpasser en combat le militarisme totalitaire. Cette preuve a changé la façon dont ils se voyaient et dont l'Amérique se voyait. Le lieutenant Antoine Lefebvre pilotait des P-51 avec le 332e Fighter Group, les Tuskegee Airmen. Il faisait partie des premiers pilotes de combat noirs de l'histoire militaire américaine, combattant non seulement le racisme nazi, mais le racisme américain. Lefebvre a décrit plus tard ce que cela signifiait de piloter un avion qui faisait fuir les chasseurs allemands. Le P-51 a prouvé que nous avions notre place dans ce cockpit, pas par la propagande, mais par les résultats. Les pilotes allemands ne se souciaient pas de la couleur de peau. Quand ils fuyaient devant nous, ils se souciaient du fait que nous pilotions de meilleurs avions, mieux qu'ils ne pilotaient les leurs. La méritocratie du combat a validé ce que la société américaine ne voulait pas. Nous étions égaux dans tous les domaines qui comptaient. Le 332e Fighter Group n'a jamais perdu un bombardier qui l'escortait. Ce bilan parfait était dû en partie à la compétence et en partie au fait que les pilotes allemands évitaient les formations, escortés par les P-51 à queue rouge. Si distinctif. La directive 847G s'appliquait encore plus strictement. Lorsque les pilotes allemands repéraient ces queues rouges, les interceptions radio allemandes de mai 1944 incluent des transmissions comme Mustang à queue rouge à midi en haut, rupture de l'attaque. Les Tuskegee Airmen ont acquis leur réputation en combattant un ennemi qui avait reçu l'ordre de les éviter. C'est la complexité de la guerre que les récits simples ne comprennent pas. Le P-51 a brisé le moral allemand. Grâce à une combinaison de capacités industrielles américaines, d'excellence, de l'ingénierie, de vision stratégique et du courage des pilotes, qui ont prouvé chaque jour qu'ils avaient leur place dans ce cockpit. Indépendamment de ce que quiconque disait, chaque élément comptait. Supprimez n'importe quel élément, et le résultat change. Gardez tous les éléments, et la victoire devient inévitable. Les femmes qui soudaient les réservoirs de carburant chez North American Aviation n'ont jamais rencontré les Tuskegee Airmen qui pilotèrent leurs avions, mais leur travail a rendu ce vol possible. Les ingénieurs qui ont conçu les réservoirs largables n'ont jamais rencontré les pilotes allemands qui s'enfuyaient lorsque ces réservoirs largables permettaient aux chasseurs américains de les poursuivre jusqu'à Berlin. Mais leur conception ont rendu cette peur inévitable. La guerre relie des personnes, ou qui ne se rencontrent jamais par des conséquences, qui se répercutent à travers les continents. La vision stratégique américaine a compris ces liens mieux que la vision stratégique allemande. Les planificateurs américains ont demandé comment toutes les pièces s'assemblent-elles pour créer la victoire. Les planificateurs allemands ont demandé comment rendre chaque pièce parfaite. La philosophie américaine a créé des systèmes. La philosophie allemande a créé des composants. Les systèmes battent les composants, parce que les composants ne valent que par leur maillon le plus faible, tandis que les systèmes s'adaptent autour des maillons faibles. Le P-51 Mustang illustre parfaitement la pensée systémique. Ce n'était pas le chasseur le plus rapide, ce n'était pas le plus maniable, ce n'était pas le plus lourdement armé, mais l'essentiel résidait dans sa mission. Exhorter les bombardiers au cœur de l'Allemagne et détruire tous les chasseurs allemands qui menaçaient ces bombardiers. Chaque choix de conception fut optimisé pour cette exigence fondamentale, l'autonomie plutôt que la vitesse,
la fiabilité plutôt que la performance pure, l'adaptabilité plutôt que la spécialisation. Les chasseurs allemands, eux, étaient optimisés pour des besoins différents. Le Bf-109 pour la défense ponctuelle, le FW-190 pour les combats rapprochés, le Me-262 à réaction pour la vitesse. Chaque appareil excellait dans son rôle spécifique. Mais la guerre n'avait pas besoin d'une excellence spécialisée, la guerre avait besoin d'une compétence systémique, appliquée avec persévérance, jusqu'à l'effondrement de la résistance allemande. Le P-51 a fourni cette compétence. Les chasseurs allemands ont offert une excellence qui ne correspondait pas aux impératifs stratégiques. Cette histoire est restée enfouie dans des dossiers classifiés pendant des décennies. La directive 847G de Göring est apparue dans des documents déclassifiés de la Luftwaffe dans les années 1970. Mais sa signification fut négligée par des historiens, plus focalisés sur les statistiques de combat que sur l'impact psychologique. L'ordre qui admit la défaite allemande, avant que la défaite ne soit définitive, méritait une meilleure reconnaissance. Si vous croyez que cette histoire compte, si vous comprenez que la guerre psychologique est aussi importante que la guerre physique, alors le Super Tanks n'est pas juste un soutien au contenu. C'est dire à YouTube que l'histoire militaire a besoin de plateformes. C'est préserver des récits qui expliquent comment les guerres sont gagnées non seulement par des armes supérieures, mais par une stratégie supérieure, une doctrine supérieure et une volonté supérieure. Les documentaires d'entreprise ne raconteront pas ces histoires, parce qu'elles sont trop complexes, trop nuancées, trop révélatrices de vérités inconfortables. Vous ne vous contentez pas de regarder l'histoire, vous maintenez l'histoire vivante pour la prochaine génération. Vos enfants et petits-enfants doivent comprendre que l'Amérique a gagné la Seconde Guerre mondiale, non seulement par son courage, mais par l'application systématique d'une supériorité industrielle. Guidé par une pensée stratégique claire, le P-51 Mustang et l'ordre de silence radio absolu de Göring illustrent parfaitement cette combinaison. Technologie, stratégie, doctrine, tout aligné vers un objectif clair, gagner la guerre. Hermann Göring s'est suicidé le 15 octobre 1946, la veille de son exécution prévue à Nuremberg. Parmi ses derniers écrits se trouvait une lettre à sa femme, décrivant son plus grand regret. « Je savais que nous avions aperdu la bataille des airs en mars 1944. Je savais que les chasseurs américains avaient atteint une supériorité que nous ne pouvions surmonter. J'ai donné l'ordre de préserver ce qui restait. Mais préserver ce qui reste n'est pas le devoir d'un chef militaire. Combattre pour la victoire ou mourir en essayant est le devoir. J'ai choisi la préservation, j'ai choisi la lente défaite. Ce choix me hante plus que tout autre. » La lettre de Göring révèle la tragédie humaine, derrière l'échec stratégique. Il comprenait ce qui devait être fait, mais n'avait pas les ressources pour le faire. Il a préservé ses forces, parce que les gaspiller dans des attaques futiles lui semblaient inutiles. Mais des forces préservées qui ne gagnent jamais sont plus inutiles que des forces perdues qui auraient pu gagner. Le P-51 Mustang a placé Göring dans cette position impossible, où chaque choix était mauvais. C'est ce que la supériorité stratégique accomplit, rendre les choix de l'ennemi insignifiants, parce que chaque choix mène à la défaite. Alors, Team P-51 Mustang ou Team P-47 Thunderbolt, quel chasseur américain a véritablement dominé le ciel au-dessus de l'Allemagne? Dites-le nous en commentaire.